À l'ouest de Carcassonne, un village gaulois résiste à l'urbanisme en territoire au doigt. Une cité paisible de plus d'un millier d'hommes veut garder son image, entretenir sa flamme. Le maire et son conseil perpétuent la mémoire, gèrent le patrimoine et 2000 ans d'histoire. Dans son château vécu le comte d'Armagnac, Guillaume Bélibaste et Philippe d'Alérac. En pays cathare, sur de vieilles terres, la commune d'Alérac, au noble caractère, baptisée par les ans, perle de la Malpère, brille comme un soleil et nous sert de repère. Bonjour, bienvenue à Alérac, un village de l'Aude qui se caractérise par sa longévité. Longévité du mandat de notre maire, Roger Adivez, qui est né à son 8e mandat, et longévité du village, puisque Alérac est une circulade qui a 1000 ans d'histoire. Pour vous parler de cette histoire, donc nous accueillons Fabrice, qui s'est penché sur cette histoire et qui fait régulièrement visiter le village à tous ceux qui le souhaitent. Alérac, village circulaire, l'extrémité de la plaine du Lauragais, la montagne Noire, le massif de la Malpère, le massif de la Malpère, la mauvaise pierre en occitan, Carcassonne, 10 km de Carcassonne. Donc, je vous invite maintenant à la visite de notre village. La commune d'Alérac, au noble caractère, baptisée par les ans, perle de la Malpère, brille comme un soleil et nous sert de repère. Nous sommes ici devant la bibliothèque municipale qui fut depuis 1949 jusqu'à 2006 la mairie. 2006, pourquoi? Parce que tout simplement le village s'accroissant, les locaux devenus trop petits, il a fallu donc construire une nouvelle mairie qui est aujourd'hui là ce que l'on appelait autrefois la maison Fage, qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus adaptée à la situation du village au XXIe siècle. Il y a bien longtemps, une villa gallo-romaine, la Villa Aleratium, sans doute du nom du propriétaire du domaine, quelques masures autour. Et puis, les siècles passent, on arrive en l'an 1000. En l'an 1000, nous nous trouvons, en l'an 1000, quand on dit l'an 1000, entre 1000 et 1100 plus précisément, les Trencavel qui tranchent bien, licencient leur capitaine d'armes. Bon, ils n'avaient plus besoin, donc ils les licencient. Et puis, pour solde de tout compte, leur donnent un petit fief, avec les paysans, bien sûr, qui vont avec. Ils ne leur donnent pas d'argent, donc ces seigneurs arrivent. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils commencent par construire une maison forte. On n'appellerait pas ça un château, c'est plutôt une maison forte, auquel on adjoint une tour de guet. Et les paysans sont sommés de construire des maisons en cercle autour, les ouvertures tournées vers l'intérieur. On a laissé 2 portes que l'on a renforcées, un gros madrier de chêne. Et donc, la circulade est née, la forme de circulade est née. Alors pourquoi cette circulade? Bien tout simplement parce que licencier les capitaines est une chose, mais ils ont licencié également les hommes sans rien leur donner. Donc ces gens battent la campagne, volent, pillent, violent, trucident les paysans au besoin, ceux qui leur résistent. Donc il était nécessaire d'avoir un concept de défense mutuelle qui coûtait un minimum de moyens. En 1993, un architecte historien polonais, Krzysztof Pawlowski, fit cette découverte, cette redécouverte en quelque sorte. Vue d'avion, dans le Languedoc-Roussillon, 90 villages étaient de forme circulaire. Il s'est interrogé, a fait des études, des relevés, et puis il a décidé de donner à ces villages circulaires le nom de circulade. Voici le panneau, le blason d'Alérac, donc ce panneau de céramique qui représente donc le blason d'Alérac, d'or à un pal commété de sinople, donc d'or parce que le fond est jaune, à un pal, donc pal, vous savez bien que le pal servait à empaler autrefois les gens, donc c'est la pièce du milieu, en commété, donc coloré, de sinople.
Le sinople était la chemise que l'on mettait sous l'armure, qui était généralement de couleur verte. Nous sommes devant le portail de l'église du XIIIe siècle, église qui au départ était la maison forte du Seigneur. Les troupes de Simon de Montfort, lors de la croisade contre les bonshommes cathares, arrivèrent. Les seigneurs locaux convaincus de sympathie, eh bien, les troupes de Simon de Montfort firent raser à environ 2 mètres de hauteur cette maison forte. Elle fut reconstruite sous forme d'église pour marquer la prééminence de l'église catholique, romaine, apostolique. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que l'historienne Anne Brenon appelle les églises de la Reconquête. Cette église donc est du style gothique méridional. Elle est donc typiquement du style gothique méridional puisque vous avez énormément d'ouvertures côté sud, très peu d'ouvertures côté nord, à l'exception de la rosace au-dessus du baptistère. Vous pouvez remarquer des fresques naïves au plafond et sur les murs. Ces fresques datent du milieu du XIXe siècle, lorsqu'il a été question 2005-2006 de rénover cette église. Un débat a eu lieu au niveau du conseil municipal et des habitants de la commune. Devait-on la remettre blanchie comme les églises du Moyen-Âge ou devait-on restaurer ces peintures naïves qui sont, ma foi, fort jolies? Et donc ce fut la deuxième solution qui a été retenue, donc, que vous pouvez donc admirer aujourd'hui. On peut admirer ces vitraux dans toute leur splendeur, essentiellement vers vers l'équinoxe de printemps aux alentours entre 10h et 11h du matin. Donc le soleil les éclaire et ils sont absolument magnifiques. Ils datent d'ailleurs du XIXe siècle. Il n'y avait que des vitraux tout à fait ordinaires, que des vitres ordinaires au Moyen-Âge. Vous remarquerez à l'entrée gauche de l'église, bon, nous n'avons pas fait, telle l'église de Rennes, le diable avec le bénitier. Non, non, nous nous sommes contentés d'un splendide bénitier en marbre de Caunes-Minervois. Voici derrière moi ce qui fut jusqu'en 1949 la mairie-école d'Alérac, aujourd'hui reconvertie en logements sociaux. Vous êtes sur le côté de l'église, notez le clocher octogonal. Donc je vous le rappelle, tour de guet à l'origine, transformé en clocher grâce à Simon de Montfort. Au pied de ce clocher, une rue pavée, typique des régions du sud de la France, ce que l'on appelle couramment une calade. Donc une rue pavée avec des galets. Vous avez également donc l'église de plus pur style méridional, gothique méridional. D'un côté, côté sud, des vitraux qui donnent toute leur splendeur vers 10h du matin à l'équinoxe de printemps. Un petit soleil, c'est splendide. Et puis de l'autre côté, très peu de côté nord, vous avez une absence quasi totale d'ouverture. Nous sommes devant l'une des bornes du chemin de Saint-Jacques. En effet, Alérac est traversé par l'un des chemins de Saint-Jacques, ce qu'on appelle le chemin du Piémont pyrénéen. En pays cathare, sur de vieilles terres, la commune d'Alérac, au noble caractère, baptisée par les ans, perle de la main. Voici dit en quelques mots ce qui a pu influencer le développement et l'histoire d'Alérac depuis ses origines. Fabrice, tu viens de parler des origines du village. Nous allons maintenant voir Monsieur le maire pour qu'il nous parle des origines de son engagement. Monsieur le maire d'Alérac, vous apparaissez comme un personnage quelque peu hors du commun dans le paysage politique audois, tant par la durée de votre présence comme premier magistrat de votre commune, que par l'ampleur et la qualité des réalisations dont vous l'avez doté et sur lesquelles nous aurons par ailleurs l'occasion de revenir de façon plus approfondie. Mais pouvez-vous, en préambule, nous informer sur le fondement même de votre investissement au service de la collectivité, donc sur les motivations qui vous ont conduit initialement à œuvrer dans le sens de l'intérêt général? Écoutez, je ne sais pas si
si je suis un personnage hors du commun, comme vous l'avez précisé, ce que je sais, c'est que je suis avant tout un militant, un élu, qui a toujours souhaité inscrire son action dans la durée. D'ailleurs, mon engagement n'a pas commencé à l'Irak, hein, il a commencé bien avant, puisque dans ma prime jeunesse, dans les années 1965, j'étais déjà le plus jeune adjoint de la ville de Castelnaudary. Et donc tout ceci forge évidemment un tempérament. Puis l'autre engagement est peut-être la résultante de ce qui fut pour moi tellement important, fut l'engagement syndical, où durant au moins 3 décennies, j'ai occupé les premiers postes dans le syndicalisme, qui forge, à n'en pas douter, la personnalité, la persévérance et sans aucun doute quelque humilité. C'est important. Donc l'action dans la durée, pour moi, est un atout majeur. C'est le sens de mon engagement, car l'an prochain, en 2015, je fêterai mes 50 ans de mandat électif. Et à ce titre, mon cher monsieur, je crois être effectivement hors du commun, puisque peu d'élus, notamment dans le département, ont eu une telle durée devant eux. Et je remercie d'ailleurs, puisque l'occasion m'en est donnée, tous qui depuis si longtemps me font confiance sans interruption et d'une façon massive. Voilà. Ça, c'est le but de mon engagement, pour lequel j'éprouve tellement de sympathie et tellement d'engagement. Monsieur le maire, pouvez-vous nous exposer les raisons qui vous ont amené à briguer une fonction élective dans une commune dont vous n'étiez pas originaire, et plus particulièrement celle d'Alérac? Mon cheminement, effectivement, est assez long, et même très long, je l'ai déjà dit, mais il est la résultante de cette volonté que j'ai d'être en permanence à l'écoute et au service des autres. D'ailleurs, il faut savoir écouter pour mieux entendre ce que l'on vous dit, c'est important. Donc, très tôt, effectivement, mais tout jeune, j'ai manifesté beaucoup d'intérêt pour la cause publique. Ça, c'est le premier point. Et puis, après avoir été, durant 6 ans, adjoint dans une superbe ville de Castelnaudary, je me suis intéressé à ce bon village d'Alérac, puisque finalement, j'avais des attaches à ce moment-là, et très vite, j'ai pris conscience qu'il fallait justement faire bouger les lignes. Oh, tout simplement, Alérac était un village à cette époque-là de 342 habitants, c'est dire tout petit. Et toute la vie, il a été tellement divisé par des querelles intestines qui tenaient finalement à si peu de choses. Une borne mal placée, une ouverture mal entretenue, peu importe, des querelles intestines, des problèmes de chasse, et j'en passe. Mais bien vite, il fallait rectifier cette situation. Le maire de l'époque, j'ai beaucoup aidé d'ailleurs par 2 fois, car si je suis maire depuis 1971, ce qui fait déjà 43 ans, auparavant, j'avais largement aidé mon prédécesseur qui avait de sérieuses difficultés, car à ce moment-là, les résultats électoraux étaient très très proches, à quelques voix. Et puis pour 6 ans de plus, on repartait dans des querelles qui créaient un climat délétère, qui empoisonnait la vie des gens. Et moi, très vite, arrivé ici, tout jeune, j'ai senti le besoin de fédérer un petit peu toutes ces personnes et d'en faire quelque part ce qu'Alérac est devenu aujourd'hui, à travers 8 mandats successifs. Ça aussi, c'est quelque chose qui est un petit peu hors du commun. Donc, et puis, à ma qualité d'ailleurs de responsable de l'association des maires, je sais de quoi je parle. 8 mandats consécutifs, ça n'est pas évident. Donc, tout ceci, bien vite, après, les choses se sont mises à bouger et nous avons connu des moments tout à fait remarquables dans l'évolution, d'une part, démographique. Bien vite, de 2 classes, nous sommes passés à 3 classes pour les enfants à l'école, puis à 4 classes, puis à 5 classes, et puis aujourd'hui à 6 classes. Donc tout ceci prouve, s'il en était besoin, l'évolution démographique du village, mais qui est liée certes à la proximité de la ville.
bien entendu, mais également à la qualité de ce qui fait la vie dans un village que j'ai souhaité ne jamais devenir et être en tout cas un village dortoir. Ça, c'est quelque chose d'important. La qualité de la vie, la propreté d'un village, le fleurissement d'un village font partie de la qualité de la vie et tout au long de ces mandats successifs, à travers des équipes successives qui m'ont toujours manifesté leur soutien de façon massive et amicale. Et je les remercie d'ailleurs à l'occasion d'avoir continué à me faire confiance, même si mes 30 ans sont loin. Donc c'est un petit peu ça la réussite du village et nous avons été quelque part, notamment dans les années 2010, le village qui s'est développé le plus du département. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. C'est important de le souligner. Donc voilà un petit peu le sens de mon engagement qui ne s'est jamais démenti puisque je conserve encore, après 43 ans de mandat, l'enthousiasme de ma jeunesse, l'enthousiasme de mes débuts et je ne vois pas pourquoi je changerai tant que la santé me le permettra. En tout cas, c'est ce que me demandent mes compagnons, mes collègues du conseil qui me demandent de rester encore un peu. Alors je vais rester encore un peu. Monsieur le maire, mis à part l'exercice de votre mandat au service des Aléracois, qui, comme chacun a conscience, vous monopolise amplement, êtes-vous investi de responsabilités politiques au sein d'autres organismes ou collectivités et lesquelles? Si le mandat de maire est sans aucun doute le mandat auquel je tiens le plus, d'ailleurs, faut-il le préciser, le maire est l'élu préféré des Français. Il y a donc de bonnes raisons parce que le maire est celui auquel on s'adresse, celui qui est l'élu de proximité, d'importance, celui que l'on va voir lorsqu'on a des difficultés, celui qui fait avancer les choses, celui qui crée le lien social dans le village. C'est important. Bien entendu, j'ai eu d'autres responsabilités de premier plan. D'abord, mon engagement syndical qui m'a conduit dans les instances, on va dire, nationales du syndicalisme, et puis un engagement très fort, et puis un engagement politique aussi, où durant près de 40 ans, j'ai occupé des postes très importants dans le parti qui est le mien, évidemment. Mais tout ceci m'a conduit, lorsque j'ai quitté mes fonctions syndicales, notamment dans les années 90-92, bien vite, mes responsabilités politiques m'ont amené à devenir conseiller régional. Et j'ai eu le bonheur, par 2 fois, de conduire la liste des Audois pour les élections régionales en 1992 et en 1998. C'est pour moi un moment exaltant, pas facile. Nous avions quelques difficultés de fonctionnement, y compris en interne. Et là, je pense avoir démontré la personnalité qui est la mienne. C'est-à-dire qu'en aucun cas, je n'ai cédé à la démagogie ni à la surenchère, jamais. Et puis, finalement, tout ceci inspire le respect. C'est ce qui m'a été souvent manifesté par mes collègues et mes collaborateurs. Je pense que ça, c'est important. Donc, rester soi-même, rester, comme dirait quelqu'un, droit dans les bottes. Ça, c'est important aussi. Donc, 92, 98, j'ai conduit la liste des régionales, mais auparavant, et je ne veux pas l'occulter, j'ai été pendant 14 ans le vice-président du comité économique et social à Montpellier. Comité économique et social à Montpellier, peu de gens connaissent en réalité le rôle du comité économique et social. C'est un engagement de qualité. Et là, j'ai eu le bonheur de connaître un homme qui m'aura beaucoup impressionné, et qui est connu, qui s'appelle Philippe Lamour. Alors Philippe Lamour, un canal porte son nom d'ailleurs, c'est un grand personnage qui, avec Jean Racine, a procédé à l'aménagement du territoire, et notamment du Languedoc-Roussillon. On peut en dire ce qu'on en veut, mais enfin c'est comme ça, ça a été un grand aménageur. C'était un écrivain aussi reconnu. Et grâce à lui, j'ai pu faire des armes très précieuses, notamment au comité économique, qui donne un avis
qui donne un avis au conseil régional. Si vous voulez, c'est l'antichambre du conseil régional. Mais vraiment, ce sont des socioprofessionnels qui siègent dans ces instances et en même temps, ce sont des partenaires sociaux ou même relevant du patronat. Voilà, donc ça c'est un moment important. Et d'ailleurs, une anecdote que je veux citer parce qu'elle est significative de ce que sont quelquefois les hommes. Cet homme, Philippe Lamont, un géant physiquement, que tout le monde courtisait lorsqu'il était à l'apogée de sa gloire, a été complètement oublié dès lors que il était devenu malvoyant, pour ne pas dire presque aveugle. Et à la descente de l'autobus qui nous conduisait à Séville, en Espagne, à l'exposition universelle, je voyais cet homme seul, titubé, je lui pris le bras et il me demanda sèchement « Qui êtes-vous » Je n'étais pas un familier de notre ami. Il me répondit sèchement « Merci ». Il avait compris à ce moment-là que la solitude commençait pour lui. Et c'était devenu finalement un homme seul, un homme qui commençait à ne plus avoir de pouvoir. Et ça, vous voyez, j'appelle ça la lâcheté des hommes et la lâcheté des amis, qui lorsque vous ne servez plus à rien, ont tendance à vous rejeter. Il y a une vie après un mandat, qu'il soit électif, qu'il soit syndical ou qu'il soit associatif. Ça aussi, c'est une leçon qui relève de la morale, et j'y tiens beaucoup. Donc, conseiller régional pendant 12 ans. En 2004, j'aurais pu continuer, évidemment, mais là aussi, les jeunes loups, ce qui est tout à fait légitime, poussaient à la porte. Et plutôt que d'aller à une confrontation ou à être quelque part déclassé, on me proposait une 4e place. Alors que j'avais été le premier par 2 fois, je ne vois pas en quoi, moi qui ai lutté contre le Front National, qui ai lutté contre les jeunes, je ne vois pas pourquoi. C'était un problème tout simplement de génération, tout à fait légitime d'ailleurs. Et donc partant de là, évidemment, je pense avec une certaine dignité, aujourd'hui j'en souris un peu, parce que de façon un peu péremptoire, j'ai dit, quand on est officier de la Légion d'honneur, on ne peut pas descendre dans le caniveau. Et je pense que ça a toujours été pour moi une leçon pour l'histoire. Et je vous assure que les gens ont apprécié. C'est ce qui fait que finalement, lorsqu'on reste un honnête homme toute sa vie, ben finalement, on ne doit avoir peur de rien. Un autre engagement d'importance pour moi fut mon engagement en faveur de la fonction publique territoriale. Alors, les lois de décentralisation de 1982 donnèrent aux collectivités beaucoup de pouvoir. Les lois de décentralisation voulues par Gaston Defferre, qui était alors le ministre de l'Intérieur de la décentralisation, le président étant François Mitterrand et le Premier ministre Pierre Mauroy, fit que les collectivités, que sont les départements et les régions, connurent un essor tout à fait exceptionnel. Donc, désormais, le préfet perdait de son autorité. Il exerçait une tutelle pesante à l'époque sur les collectivités. Désormais, il n'assure plus d'ailleurs que le contrôle de légalité des textes, et encore a posteriori. Donc ça, c'était un petit peu le schéma. Bien vite, évidemment, en tant que responsable des maires, j'ai pris des responsabilités, non seulement au plan départemental, mais au plan national. J'ai même été, pendant quelque temps, le président national de la Fédération des centres de gestion de la fonction publique. Ça, c'est un engagement très, très lourd, puisque aujourd'hui, la fonction publique qui est la nôtre, territoriale notamment, compte plus de 2 millions d'agents, alors que je l'ai connu n'en comptant que 350 000, par exemple. D'autres responsabilités d'importance, puisque j'ai été membre du Conseil supérieur de la fonction publique. Ça, c'est sans doute un terme valorisant. Nous siégions au ministère de l'Intérieur. Ceci étant, je le dis, il faut être parisien pour siéger au Conseil supérieur de la fonction publique, parce que vous passez des fois des matinées pour analyser un texte. Et nous qui venons du Sud,
Je ne sais pas si c'est très utile et très judicieux de se lever à 4 heures du matin pour aller déplacer un point ou une virgule. J'exagère à peine. Cependant, l'efficacité n'est pas forcément celle-là. Et puis, j'ai eu d'autres responsabilités au niveau régional, c'est-à-dire j'ai été le délégué régional du CNFPT, du Centre national de la fonction publique et territoriale. Ça, c'est un engagement important qui s'occupe spécifiquement de la formation de tous les agents qui relèvent de la dite fonction territoriale. Ça, c'est quelque chose de très significatif. Voilà, donc ça, c'est un résumé, évidemment, qui m'a valu d'être l'élu en France, qui a eu à ce moment-là. J'ai abandonné quelques responsabilités, mais l'élu qui a eu le plus de responsabilités dans la même période, ça, je pense que ça forge ça aussi certaines, ou ça renforce plus exactement certaines compétences qui font qu'aujourd'hui, évidemment, l'Aude est toujours regardée, on va dire, positivement. Et puis ma fierté. Si je dois en avoir une dans ce domaine, c'est celle d'avoir su créer la maison des collectivités. Alors la maison des collectivités, je n'ai pas voulu l'appeler maison des communes, mais j'ai voulu l'appeler maison des collectivités parce que ce vocable est beaucoup plus large. Ce vocable regroupe évidemment les établissements publics, intercommunaux, et nous avons créé une structure qui a été photographiée d'ailleurs très habilement par mon ami Maurice Galibert avec son drone qui a supervisé évidemment les opérations. Et je le remercie à l'occasion. C'est important. Donc aujourd'hui, nous avons une salle de conférence qui fait référence, y compris au plan départemental. Ça, c'est un petit peu un résumé rapide, mais j'ai voulu surtout qu'il n'y ait pas d'amalgame, et Dieu sait si nous avons des rapports excellents avec le Conseil général. Donc, ma devise est la suivante, on est toujours plus fort lorsqu'on est chez soi. Donc, souvent fois, les gens peu initiés faisaient un amalgame entre le Conseil général et ce que nous sommes. Encore une fois, nous sommes une administration départementale, au même titre que l'éducation nationale peut l'être au niveau de l'académie, etc., etc. Donc, c'est effectivement, pour moi, une fierté qui est reconnue, et je la revendique, puisque je suis également responsable de cette maison des collectivités depuis 1989. Décidément, j'inscris mon action dans la durée, voyez-vous. Monsieur le maire, lorsque pour la première fois on accède à Alérac, on est tout d'abord frappé par une certaine recherche d'esthétisme qui embellit les lieux. En effet, on remarque divers panneaux du plus bel effet en bordure des rues ou sur les bâtiments publics, ce qui les valorise. C'est la première impression qui s'impose à vous lorsque vous arrivez. Et dans un deuxième temps, on découvre et on mesure toute l'importance et la diversité des infrastructures, équipements et services communaux que bien des localités de même importance et même supérieures vous envieraient. Monsieur le maire, quel est le secret de cette réussite? Alérac, je l'ai déjà dit, était un village de 340 habitants dont l'essentiel de la population, toute la population, vivait évidemment dans le cœur de village. Fabrice, d'ailleurs, a largement commenté de façon très agréable et très documentée cette version. C'est important. Alérac s'est bien vite développé, mais mon souci et celui des équipes qui m'ont accompagné tout au long de ce si long chemin, finalement, ont été préoccupés par ce souci d'esthétisme, ce souci du bien vivre ensemble, ce souci du lien social. C'est mon côté quelque peu humaniste des choses, rechercher la qualité de la vie. Je ne veux à aucun prix que nous soyons un village dortoir, je veux que ce village soit propre. Enfin, je fais ce que devraient faire tous les élus, c'est-à-dire d'abord aimer son village. Pour réussir dans ce cheminement, il faut d'abord avoir la confiance des gens et puis se sentir non pas aimé. Il ne faut pas faire n'importe quoi pour cela, mais savoir avoir un cap. Et ce cap, nous l'avons eu dès le début. Alors l'esthétisme, évidemment,
ô combien j'y tiens beaucoup. Alors nous n'avons pas, effectivement, c'est là où nous sommes quelque peu hors du commun, puisque dans la plupart des villages, vous voyez des panneaux métalliques qui sont uniformes. Vous avez les mêmes partout. Or, ici, nous avons des panneaux fleuris, nous avons des... Alors, ça fait un peu peace and love, comme on dit aujourd'hui. Mais pour moi, ça n'est pas ça. Pour moi, c'est un reflet réel de ce que nous sommes. Et nous avons la chance. Et je veux en dire deux mots de celui qui est devenu mon ami très cher, qui orne par ses tableaux très lumineux, très fleuris, les rues du village d'ici et d'ailleurs. C'est mon ami Eliab Le Berger, qui est un peintre de talent reconnu et avec qui je passe des moments non seulement très sympathiques, mais très importants, parce que c'est un garçon très intelligent. Parler de lui, il me faudrait des heures, ça n'est pas le propos. Cependant, il a su tout au long de ce long chemin, je le répète, réaliser des tableaux qui ornent et qui font qu'Alérac est un village reconnu par ce côté esthétique qui nous plaît beaucoup à nous, ça ne plaît pas à tout le monde, mais qu'importe. Donc ça c'est également ce souci permanent. Donc ensuite les réalisations, évidemment je ne vais pas faire le catalogue à l'après-vert, et il me faudrait, vous imaginez, résumer en quelques minutes 45 ans d'investissement. Pour moi le but de la vie humaine c'est l'action. Je n'ai jamais eu un temps mort. Et lorsque j'ai eu un temps mort, finalement, au cours d'un mandat, cela ne m'a pas tellement plu. C'est pour ça que, comme disait mon vieux maître, je veux en dire un mot, Jean Tuffery, lorsque j'étais le plus jeune des adjoints au maire de Castelnaudary, il avait toujours, me disait-il, cet ingénieur des arts et métiers de l'époque, qui travaillait avec son crayon et avec la gomme. On n'était pas au stade de l'ordinateur. Il me disait toujours, il faut avoir petit, me disait, il faut toujours avoir un projet d'avance lorsqu'on est maire. Et ça, avoir un projet d'avance, je pense que je l'ai toujours eu. Ce qui fait qu'Alérac est un village qui a peut-être grandi plus vite que les autres. C'est important, tout simplement, bon, sans en rajouter. Vous savez, en 44 ans de mandat, 45 ans, j'ai vu passer 5 ou 6 maires dans le village d'à côté, à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit, dans tous les villages alentours. Et pourquoi ici? Alors, moi je crois beaucoup à la stabilité. Parce que pour travailler, vous l'imaginez, il ne suffit pas que celui qui vous succède détruise ce que vous avez fait. Donc il vaut mieux être en cohérence. Et cette cohérence, elle se manifeste à travers tous les équipements que nous avons réalisés. Vous avez eu l'amabilité de souligner les œuvres importantes. La dernière est quand même assez révélatrice. Par exemple, l'expression d'une volonté politique forte. Nous aurions pu faire, comme n'importe qui, une salle polyvalente, immense, évidemment, mais qui ne sert pas à grand-chose, quelquefois. Or, là, nous avons voulu faire un complexe spécifique, par exemple, un complexe tennistique. Bon, ouais, évidemment, tout le monde ne joue pas au tennis. N'empêche pas moins que c'est un phénomène de société où nous avons 240 licenciés ou 250 licenciés qui font finalement la notoriété du village aujourd'hui, comme fut la notoriété du village à l'époque des motocross internationaux que nous avions. Donc, vous savez, les clubs de pétanque, les clubs de foot, il peut y en avoir dans tous les villages. Mais avoir une piste d'aéromodélisme, avoir un complexe international moto, avoir des cours couverts de tennis et demain un domaine hippique, je pense que ce n'est pas un petit peu à la portée de tous les villages. Alors, on dirait peut-être que je gonfle les joues, comme l'on me dit habituellement, mais non, je suis tout simplement fier de tout ce que nous avons fait, parce que je pense que c'est un petit peu ça qui fait la notoriété d'un village, qui fait la qualité de la vie, qui fait que les gens viennent ici et pas forcément ailleurs, parce que cette évolution démographique, elle est quand même significative, même si aujourd'hui, de par les circonstances économiques, évidemment, il y a un petit tassement. Mais ça, c'est vrai partout, hein, mais n'empêche pas moins qu'Alérac tient encore la tête largement hors de l'eau. Monsieur le maire, vous apparaissez au sein de votre commune comme le véritable instigateur du développement du milieu associatif qui, selon votre philosophie, génère le ciment de la cohésion et de la mixité sociale
gage du bien vivre ensemble de vos administrés. Mais alors, monsieur le maire, une interrogation. Vous totalisez un nombre d'associations très important, eu égard à l'effectif de votre population. Alors, monsieur le maire, quelle est la raison de ce phénomène? C'est une excellente question, en tout cas. C'est une question qui me touche, qui me va droit au cœur, si j'ose m'exprimer ainsi. De tout temps, mais pas depuis que je suis à l'Irak, j'ai toujours été une sorte de fédérateur, même tout jeune. J'ai non pas parlé de leader, ça n'est pas le mot, mais celui qui aime organiser. Et ça, pour le village d'Al-Irak et d'ailleurs, j'ai très tôt souhaité créer ce qu'on appelle le comité de coordination d'ailleurs des sociétés sportives du village. Ça, je l'avais inspiré, je m'en étais inspiré du temps où j'étais adjoint au maire de Castelnaudary, chargé des sports. Donc déjà, cette formule de coordination me plaisait beaucoup, c'est important. Donc il y a eu très tôt, et il n'y a jamais eu dans ce village d'initiative d'ailleurs qui ne m'ait été proposée et que je n'ai soutenue. Et ça c'est important. Moi, dès que quelqu'un arrive et me dit j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela, allez-y, nous vous accompagnons, même si nous avons des moyens qui sont comme partout très très limités. Donc très rapidement, les associations sont nées, effectivement, vous avez bien fait de le souligner. Est-ce que vous savez qu'il y a 38 associations dans un village de 1400 habitants? Alors ça, je pense que ça aussi, ça fait partie du hors-norme, sinon du record. Et puis, ce ne sont pas des associations qui sont dans le papier. Sur le papier, ce sont des associations qui fonctionnent. D'ailleurs, je n'avais pour témoignage que la fête des associations que nous organisons, et elles existaient avant, mais nous avons voulu les faire sous un nouveau modèle. D'ailleurs, ça n'est autre que mon fils, Marc, qui a aujourd'hui la responsabilité de ce secteur associatif. Et cette première, d'ailleurs, à laquelle beaucoup d'associations participaient, va connaître une deuxième édition qui sera beaucoup plus encore fournie, beaucoup plus agréable, beaucoup plus flamboyante. Et sur le site qui est le nôtre désormais, qui est très exploité, le site du Goutal, qui va, je pense, aujourd'hui avoir un intérêt tout particulier. Donc ça, c'est important. Je ne vais pas énumérer toutes les associations, évidemment. J'ai signalé simplement celles qui sortaient du commun. J'ai parlé, on parle de l'aéromodélisme, on parle du club hippique qui venait, du tennis, du motocross, mais il y a tellement d'associations. Et puis un volet culturel auquel je tiens beaucoup, volet culturel, volet festif, c'est important. Savez-vous que ce village très jeune, et la première des choses avec laquelle j'ai pu redresser, entre guillemets, évidemment, ce village, ça a été le côté festif. C'est un village qui était, dans les années 70, c'était finalement la bagarre permanente entre deux parties de la population. Et la première des choses qui a pu se réaliser, grâce à la jeunesse de l'époque, et je leur fais un petit clin d'œil, ils se reconnaîtront, ce sont essentiellement côté festif. Savez-vous qu'ici, à ce moment-là, sous l'égide de quelqu'un qui nous a quittés, qui était un grand personnage, d'ailleurs on entend parler, c'était René Coll, l'orchestre René Coll, a passé plus de 10 ans consécutives, 10 années consécutives, à venir assurer la fête locale. Avec Herbert Léonard, avec Bonnet, ceux qui s'intéressent à la musique le savent, avec les Charlots, avec Barzotti, avec tout ceci. C'était pratiquement unique. Et je leur disais toujours, allez-y, je vous soutiens. Et quand j'y réfléchis, je me dis que j'étais quand même un peu gonflé, parce que je les soutenais, mais je n'avais aucun moyen pour le faire. Mais comme quoi, il faut oser. Oser, oser. Et ça, je pense que quelqu'un a dit rebellez-vous, mais je ne suis pas loin aujourd'hui de dire oser, 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 parce que ça me paraît important. La vie associative, cher monsieur, c'est le souffle de la vie dans un village. Un village qui n'a pas de vie associative, un village qui n'a pas d'école, c'est un village qui est mort, tout simplement. Mais il y a toute forme de vie associative.
il y a également ce terme que j'ai inventé à l'époque, je m'étais inspiré d'ailleurs, c'était le temps libre. Le temps libre, ce sont ce qu'on appelle communément le troisième âge, mais je trouve que c'est tellement plus joli, le temps libre. Donc voilà, là aussi, c'est une belle animation tout au long de l'année, et je pense que là, le village gagne beaucoup à ce lien social qui se perpétue. En tout cas, moi, tant que j'en aurai la force, je ferai de l'école, parce que l'école, n'oublions pas, et de la vie associative, finalement, les deux piliers de la vie locale. Ça, c'est important. Eh bien, à présent, Monsieur le maire, en guise d'épilogue à votre interview, il ne nous reste plus qu'à évoquer l'apparition de votre ouvrage. Merci beaucoup, cher monsieur. Si vous le voulez bien, je ne sais pas si c'est l'épilogue, mais en tout cas, je n'ai pas sous la main actuellement le fameux livre dont vous parlez, Un si long chemin. Mais je vous invite finalement à aller à l'étage du dessous et nous l'évoquerons un petit peu plus longuement, si vous le voulez bien. En tout cas, je vous remercie. Monsieur le maire, pour parachever avec vous notre plongée rétrospective dans une aussi longue et remarquable carrière dans la vie publique, comment ne pas évoquer l'ouvrage que vous venez de faire paraître récemment et intitulé « Un si long chemin ». Véritable document témoignage de votre action tout au long de quelques 5 décennies. Il apporte un éclairage réaliste et objectif sur la capacité qui fut la vôtre dans l'exercice de vos différents mandats, toujours dans le sens du bien collectif, et demeurera dans les mémoires comme l'aboutissement de la mission d'un élu, fier à juste titre de ce chemin si longuement parcouru. Monsieur le maire, pouvez-vous nous apporter en substance quelques précisions sur le contenu de votre publication? Alors, à l'automne avancé de ma vie, il était temps, me semble-t-il, de mesurer le chemin parcouru pendant si longtemps, ce si long chemin que vous avez voulu évoquer. Ce livre que j'ai écrit retrace finalement la vie d'un militant, d'un homme ordinaire qui a essayé toute la vie de faire le bien en souhaitant rester fidèle à ces valeurs qui sont ces valeurs de toujours, des valeurs toutes simples, trop souvent galvaudées aujourd'hui dans une société qui perd ses repères. Finalement, les mots d'honneur, de dignité, de courage, de travail, d'objectivité. Ce sont aujourd'hui, hélas, des mots qui pourraient paraître ringards et qui sont pourtant les valeurs éternelles de ce que doit être un honnête homme. Donc c'est un petit peu tout ça que j'ai voulu résumer en restant fidèle à ces valeurs. Alors ce livre, vous l'avez souligné, retrace un long parcours, commencé par l'adolescence, l'enfance. J'ai eu des parents adorables. J'étais né dans un milieu relativement aisé, mais cette enfance s'est déroulée notamment dans une période très sensible qui était la période de la guerre, de 39-45. Et ce que je veux souligner, et je l'ai souligné dans cet ouvrage, c'est cette dualité viscérale qui existait à l'époque entre les deux écoles, l'école libre, l'école laïque. Et je me souviens de ces moments très précis où nous avons connu, enfants, de sérieuses difficultés. Il fallait être les plus forts partout. Et donc là, j'ai essayé de tenir ma place. Et je pense que je n'y ai pas trop mal réussi à ce moment-là. Et ça, c'est important. Et puis, il y a eu l'adolescence, cette préadolescence et l'adolescence. Moment important, non seulement pour l'enfant que j'étais, mais pour ce que nous avons pu vivre à cette époque. Il y avait des moments terribles comme, finalement, l'occupation, la libération, l'épuration. Ce sont des mots aujourd'hui oubliés et pourtant qui ont marqué les esprits. Et je ne peux pas oublier notamment cet épisode extrêmement douloureux, le massacre de Trassanel, dont d'aucuns ont entendu parler, où 19 jeunes à l'âge de 20 ans ont été assassinés par les Allemands à la sortie de la grotte. Et nous commémorons cet événement tragique tous les 8 août chaque année. C'est important. Et il est d'autant plus important que 2 des malheureux martyrs,
cette époque-là, étaient des ouvriers de mon père, qui a dû aller reconnaître leur corps. C'est des moments qu'on ne peut pas oublier. Et puis dans la même période, il y a eu, dans notre bon village de Caunes-Minervois, au cœur, au pied de la montagne noire, blotti, un village superbe, et qui a finalement, c'est l'assassinat de toute une famille. Alors les enfants que nous étions à ce moment-là étaient des enfants qui étaient traumatisés par ce climat. Et puis il y a eu une période terrible aussi, c'est celle qu'on appelait l'épuration. Ah, l'épuration. Que d'erreurs on a pu commettre à ce moment-là, que de blessures inutiles. Ça aussi, c'est un moment très délicat qui reste pour moi gravé dans ma mémoire et je l'évoque longuement dans ce livre parce que ce n'est pas un moment qu'il faut occulter. Et puis, il y a eu évidemment la vie dans l'entreprise. L'entreprise de mon père, c'était 80 salariés. Nous étions évidemment à ce moment-là, dans la fin de la guerre, et ceux qui avaient gagné de l'argent, notamment dans l'Ariège, faisaient faire de superbes villas. Et mon père en a réalisé quelques-unes. De belles, très belles villas. Ça, c'était un épisode. Je ne peux pas oublier ce monde de l'entreprise. Et puis, lorsque j'avais fait un petit peu plus d'études que mon frère, et sans qu'il y ait eu aucune pression, quelle qu'elle soit, celui qui avait été un petit peu plus à l'école quittait l'entreprise et allait gagner sa pitance ailleurs. Donc, c'est ce qui fut mon cas. Et c'est comme ça que j'appelle dans mon livre l'exil parisien. Alors, Paris a ses charmes, bien entendu, mais quand on a 20 ans ou 23 ans, qu'on prend la valise et qu'on ne connaît pas trop la vie parisienne, ça pose quelques difficultés. Et puis, il y a eu cet épisode très, très important pour moi. Moi, j'étais devenu trop âgé, et j'en parle dans mon livre, pour faire mon service militaire. J'avais 23 ans. 23 ans, c'est trop âgé, évidemment. Et j'étais confusément assez fier, finalement, de porter le béret rouge. J'étais dans les paras. Voilà, bon, alors c'était quelque chose. Et pourtant, je n'aimais pas, sincèrement, ce monde-là. Je vivais une véritable frustration. Et puis, nous sommes allés, évidemment, épisode douloureux, nous sommes descendus plus bas. C'est-à-dire que nous avons quitté Albi, chez les Paras, pour aller en Algérie. C'est l'épisode de la guerre d'Algérie, avec tout ce qu'on peut en retirer, comme désillusion, comme vexations inutiles. C'est une guerre qui n'a jamais osé dire son nom. Et ça, c'est un petit peu inquiétant. Et il a fallu attendre, d'ailleurs, la fin des années 90 pour que les deux assemblées nationales et Sénat puissent reconnaître enfin, donner un nom à cette guerre qui s'appelait la guerre d'Algérie. Je l'ai vécu en direct. Nous sommes partis 3 camarades. Je suis revenu tout seul. Ça laisse quelque part des traces indélébiles. Et puis, il y a eu un épisode que n'ont pas vécu beaucoup de Français, je ne le souhaite à personne. Je suis un des rares à avoir vécu les 2 explosions atomiques françaises, non seulement à Regan. Quand on parle de Regan, c'est un petit peu comme si je vous parlais de Toulouse ici. Moi, j'étais au lieu le plus près de l'explosion atomique, c'est-à-dire sur le poste avancé d'Amoudia, et j'étais chef d'une unité. Et je vous assure que nous étions, je le décris longuement dans ce livre, nous étions de ce que j'appelle le couloir de la mort. Nous étions de véritables cobayes, justement exposés. Et je raconte des épisodes et des moments anecdotiques qui me bouleversent encore aujourd'hui. Alors que nous étions les plus exposés lorsque le 13 février 1960 et le 1er avril 1960, la bombe atomique a explosé. Nous étions sur le site, évidemment, quelque peu protégé, mais pas trop. Et finalement, spontanément, les appelés du contingent, nous n'étions pas des professionnels, se sont mis à chanter la Marseillaise en présentant les armes, comme si quelqu'un allait nous sortir de là avec un fusil. Ridicule, ridicule. Ça, ce sont des épisodes qu'on ne peut pas oublier. Et puis, il y a eu le retour à la vie civile. Il y a eu, j'en parle longuement, mon passage à Castelnaudary, un grand moment pour moi qui m'a permis de faire mes armes par la suite pour arriver jusqu'ici à l'Irak. Ça, c'est un moment. Et puis, il y a l'engagement syndical. J'en parle longuement. J'ai vécu des épisodes très, comme tout le monde, comme tous les syndicalistes, à ce moment-là, à un certain niveau. Des épisodes douloureux, de succession. Et aujourd'hui, mon ami Pitous, Claude Pitous, qui m'a fait l'amitié, le syndrome de l'amitié, de venir finalement venir habiter chez nous avec son épouse. C'était un moment de succession, de confusion que j'ai vécu en direct. Et puis, il y a eu l'engagement politique. Je suis actuellement
un des seuls élus encore en fonction qui ait pu connaître tous les grands anciens de l'histoire du Parti socialiste. Hein. Quand on parle de Georges Guy, d'Antoine Corrière, de Francis Valls, ces gens-là, non seulement je les ai côtoyés, mais j'ai travaillé avec eux. Donc, c'est pour moi des moments que je ne peux oublier. J'ai vécu également d'épisodes importants lorsque, dans mon engagement politique, j'ai conduit par 2 fois, en 92 et en 98, j'en ai déjà parlé, les socialistes aux élections régionales, avec des moments frustrants, d'autres qui le sont beaucoup moins. Voilà un petit peu ce résumé de ce livre, le résumé de ce livre. Et puis, je me suis hasardé à faire quelques analyses s'agissant d'un phénomène nouveau. J'évoque également dans ce livre, de façon très significative, un passage évidemment sur ma vie sportive, l'association audoise de la jeunesse, dont je suis fier, dont je suis encore le président, un moment important, avant les lois de décentralisation notamment, où j'avais la responsabilité de la politique plein air du Conseil général. C'était également un temps fort pour moi, évidemment, un peu risqué, mais je l'ai fait. Et puis, j'ai continué avec, j'évoque dans ce livre aussi, les problèmes liés à un phénomène nouveau, l'intercommunalité. Alors l'intercommunalité, vous savez, c'est le mot aujourd'hui qui est souvent utilisé, dont on ne connaît pas encore toutes les incidences, mais je dis en tout temps et en tout lieu, il faut préserver les collectivités, il faut préserver les communes qui sont le berceau de la démocratie. Ça n'est pas pour rien, je le répète une fois encore, que le maire est l'élu préféré des Français, qu'il n'y a pas de petits maires, il n'y a que des maires de petites communes. Et donc tout ceci est relaté, je pense, de façon assez précise. Ensuite, j'évoque longuement mon village d'Alérac, évidemment, déjà évoqué d'ailleurs précédemment dans ce livre. J'évoque évidemment toutes les vicissitudes qui m'ont conduit à être là depuis 1971. Donc c'est un parcours très éclectique, certes, mais tellement enrichissant. Je termine un petit peu cet ouvrage en évoquant certains amis que j'ai beaucoup aimés, qui ne sont plus là pour la plupart. J'ai évoqué notamment Eliab Le Berger, qui est toujours, Dieu merci, en vie, que je côtoie tous les jours. Et puis, il y a aussi des hommes comme Jean Vialade. Jean Vialade a été le viticulteur venu de ses Corbières natales avec son accent rocailleux, qui est venu être le président de mon comité de soutien en 92, ça s'est longuement évoqué. J'évoque ensuite Max Savy, mon ami Max Savy, c'est un artiste, je pense, très apprécié, dont la renommée a largement dépassé les frontières du département, un artiste reconnu, un peintre de talent. Et puis Jean Lenoble, un petit peu moins connu, mais avec lequel j'ai collaboré à l'écriture des 3 tomes de la vie du Parti socialiste audois. Ça, c'est également un temps fort. Et donc, je pense qu'on n'a pas assez fait pour lui, me semble-t-il. Et puis enfin, et c'est le dernier ami que j'évoque dans ce livre, Un si long chemin, j'évoque mon ami Denis Roger. Alors Denis Roger, c'est finalement le symbole de tout ça, et surtout la dernière phrase. Denis Roger, c'était, à l'âge de 20 ans, c'était le plus jeune de la patrouille de France. La patrouille de France, aviation prestigieuse. À 20 ans, il est allé rivaliser avec les meilleurs Américains. Il a disputé le championnat du monde. Et j'étais son ami. J'ai collaboré avec lui, avec son épouse. Notamment lorsqu'il a créé Jeunesse d'Europe et Jeunesse Aviation,
la base arrière, c'était finalement à l'Irak. Lui, il me disait, je suis toujours dans les airs, mais toi, tu es sur la terre, donc tu es beaucoup plus près des réalités. Je ne l'ai jamais oublié. Et lorsqu'on m'a demandé, et ceci est très significatif, de faire son éloge funèbre ici, à l'Irak, où il est revenu, finalement, pour son dernier voyage, alors que je procédais à son éloge funèbre, 3 alpha-jets de la patrouille de France, à cet instant, ont survolé le foyer de la commune pour dire leur affection et leur reconnaissance, notamment à Denis Roger. Et Denis, et depuis lors, est allé tutoyer les nuages quelque part. Et puis, en résumé, c'est le résumé d'une vie, c'est finalement un épitaphe sur son caveau, petit cimetière de la commune, il est écrit cette suite. Denis Roger, un homme heureux. Vous ne pensez pas que c'est une belle conclusion? Un homme heureux. C'est quelqu'un auquel j'étais très attaché et j'ai voulu très modestement, très humblement lui rendre hommage. Quelquefois, dans ce livre aussi, mes jugements sont sans appel sur telle ou telle personnalité politique que j'ai pu connaître. Je les évoque pour être en règle, quelque part, avec ma conscience. Ce sont des jugements sévères, mais je pense qu'il était utile de les faire. Je les fais sans amertume, sans concession. Et puis, enfin, en terminant, j'ai longuement évoqué ce village d'Aléra que je qualifie de havre de paix. Et je pense que tous les Aléracois se reconnaîtront évidemment quelque peu dans ce livre, car j'ai quelque chose avec ce village, quelque chose de fusionnel, puisque, comme vous avez bien voulu le rappeler, depuis près de 45 ans, il me témoigne d'une fidélité massive et sans faille. Voilà, donc encore une fois, cher monsieur, merci.